L'un de mes premiers souvenirs d'enfance est celui d'une fête dans le quartier dans lequel j'ai grandi. Je n'avais pas vraiment de costume, car j'ai décidé à la dernière minute que je voulais rejoindre mon grand frère. J'avais été terrifié à l'idée de voir tous ces monstres miniatures se promener dehors. Mais cette peur a été progressivement et finalement contrebalancée par la promesse d'une énorme récolte de bonbons d'Halloween. Ma mère a utilisé des restes de maquillage de monstres pour peindre mon visage comme un squelette. Puis j'ai porté un sac poubelle déchiré, comme si j'étais une sorte de goule poubelle. J'ai dû avoir l'air plutôt idiot comparé à certains autres enfants dans leurs costumes de Batman et Superman. Mais cela ne m'a pas vraiment dérangé. Tout ce qui m'intéressait, c'était d'avoir ma juste part de bonbons. Et mon Dieu, y en avait-il beaucoup. Mon frère avait 13 ans à l'époque. Alors il a accepté de m'accompagner à 9 ans dans le quartier avec lui et ses amis du collège. Je ne pouvais pas croire que j'avais été si effrayé par tout cela, car être là-bas, frapper aux portes et montrer nos costumes, était l'un des moments les plus amusants que j'ai jamais eus de toute ma jeune vie. Les gens nous donnaient une tonne de bonbons, et pas seulement des bonbons, ils nous donnaient toutes sortes de choses. Dans une maison où nous avons frappé, je pense que c'était le dentiste de la ville, ils nous ont donné des brosses à dents et se sont ensuite réjouis de nos regards déçus avant de révéler qu'ils plaisantaient et nous ont donné de vrais bonbons. Un autre endroit nous a offert toutes ces bandes dessinées miniatures de Charlie Brown. Mais à un moment donné, un homme m'a dit d'ouvrir mon sac de bonbons. Puis il y a déposé quelque chose de petit et de blanc avant de s'en aller. Je n'avais pas réalisé qu'Halloween était comme Noël, en plus effrayant, et au moment où mon frère et moi sommes rentrés à la maison, je pense que c'était rapidement devenu ma fête préférée. La prochaine chose dont je me souviens, c'est que notre mère nous a demandé de vider nos sacs de bonbons à chaque extrémité de la table de la cuisine. Son plan était de prendre peut-être les 3/4 de ce que nous avions reçu et de le mettre dans un endroit sûr afin que nous ne puissions pas nous plonger dans le coma diabétique. Mais peu de temps après avoir vidé mon sac sur la table, maman est venue partager le butin, a jeté un coup d'œil à mes bonbons, puis a immédiatement commencé à paniquer. Elle n'arrêtait pas de pointer du doigt cet objet en particulier et de me demander « Chérie, où as-tu trouvé ça? Qui t'a donné ça ?» Puis, quand je lui ai dit que je ne savais pas, elle n'arrêtait pas de me crier de réfléchir davantage, que je devais me rappeler qui l'avait mis dans mon sac. Je me souviens m'être énervé et avoir commencé à pleurer, puis à pleurer encore plus fort lorsque ma mère a décroché le téléphone et a dit à l'opératrice de la mettre en contact avec la police parce que, selon ses mots, c'était une urgence. Aujourd'hui, 30 ans auparavant, à l'époque où ma mère avait à peu près mon âge, tous les enfants de la ville où nous avons grandi allaient faire des friandises à Halloween. Une petite fille est sortie avec ses amis mais n'est pas seulement revenue à la maison avec un sac plein de bonbons. Elle rentra chez elle avec une petite poupée blanche cousue avec des chiffons. La mère de la jeune fille n'y a pas pensé et a laissé sa fille garder la petite poupée blanche, mais quelques jours plus tard, un incident s'est produit dans un parc public. La mère de la fille l'a emmenée au parc, dans un endroit doté d'un bac à sable et d'un gymnase dans la jungle. Et pendant que ses enfants jouaient avec les autres enfants, elle a entamé une conversation avec l'une des autres mamans. Pendant tout ce temps, un type s'était appuyé sur la clôture entourant le gymnase dans la jungle. La dame a pensé qu'il devait être l'un des pères des enfants, peut-être même les grands-pères, qui regardaient simplement ses enfants ou petits-enfants jouer avec tous les autres. Mais ensuite, alors que la mère regardait, elle a vu le gars attirer l'attention de sa fille, l'appeler vers la clôture, puis commencer à lui parler. Encore une fois, tout cela semblait parfaitement inoffensif, mais la mère a ensuite regardé le gars, qui portait un long manteau, un chapeau et une écharpe, qui couvrait juste pour que son visage soit légèrement masqué, tendre la main et lui demander la main. La maman a regardé sa petite fille donner sa main à l'homme, puis lorsque l'homme s'est penché en avant et a semblé commencer à sentir la main de sa petite fille, elle a commencé à s'approcher pour intervenir. Elle a dit à son enfant de s'éloigner de l'homme étrange, puis a commencé à lui demander pourquoi il parlait à des enfants comme ça. Le gars n'a pas dit un mot. Il s'est simplement retourné et est parti avant que la mère ne puisse le confronter. Naturellement, la maman voulait savoir ce que l'homme avait dit à sa petite fille, mais lorsqu'elle le lui demanda, la réponse qu'elle reçut souleva plus de questions qu'elle n'en résout.
Tout d'abord, la petite fille a dit qu'elle ne comprenait pas ce que l'homme lui disait. Mais lorsque sa mère lui a demandé comment elle savait s'approcher et donner la main à l'homme selon ses instructions, elle a agi de manière très confuse et a ensuite répondu qu'elle ne savait pas. La jeune fille a également déclaré que lorsqu'elle avait levé la main vers l'homme, il ne l'avait pas reniflé comme sa mère le pensait. Au lieu de cela, il lui avait dit quelque chose que, encore une fois, la petite fille ne pouvait pas comprendre. La mère de la fille a alors demandé si elle connaissait l'homme de quelque part, comme si elle l'avait vu en ville, et la fille a répondu « Oui, c'était le même homme qui lui avait donné la petite poupée blanche pendant qu'elle était trompée, ou traitée. » Comme vous pouvez l'imaginer, la maman était terrifiée, et en découvrant le lien entre la poupée et cet homme effrayant, elle s'est précipitée pour informer la police. Les flics ont lancé un APB contre ce type, et presque tous les flics de la ville étaient à sa recherche. Mais après que personne ne l'ait aperçu, ils ont pensé qu'il s'agissait d'un vagabond qui avait quitté la ville au premier signe de problème. Aucune des mamans du parc n'a reconnu le gars, ce qui, dans une ville de notre taille, signifiait généralement qu'il n'était pas un habitant du coin. Ainsi, lorsque 48 heures se sont écoulées et que ni les civils ni les forces de l'ordre n'ont aperçu l'homme, tout le monde a simplement pensé que l'homme avait tourné la page. Il leur a fallu quelques jours seulement avant de réaliser à quel point il se trompait. Un matin, une jeune maman est entrée dans la chambre de sa fille pour la réveiller pour l'école primaire et a découvert qu'elle n'était pas dans son lit. Elle a regardé un peu autour de la maison, puis, lorsqu'elle s'est rendue compte que sa fille était introuvable, elle a alerté son mari, qui à son tour a appelé les flics. En 24 heures, presque tous les flics de l'État étaient à la recherche de cette fille disparue. Mais pendant qu'une armée entière de policiers et de bénévoles fouillait les champs et les bois autour de la ville, une équipe de détectives de la police d'État a fouillé la chambre de la jeune fille, j'imagine pour voir s'ils pouvaient trouver des indices. Devinez ensuite ce qu'ils ont trouvé dans la tête d'oreiller de la jeune fille disparue. Une petite poupée blanche, qui semblait avoir été cousue à partir de vieux chiffons. La police a ensuite tenu une conférence de presse pour demander si l'enfant de quelqu'un d'autre était en possession d'une de ces petites poupées blanches. Un seul groupe de parents s'est manifesté, disant que leur petite fille était également rentrée à la maison après une fête avec une petite poupée blanche dans son sac de bonbons, et que cette petite fille se trouvait être la meilleure amie de ma mère. Je parie que tu pensais que j'allais dire que cette petite fille était ma mère, n'est-ce pas? Je ne peux pas vous en vouloir. Moi aussi quand j'ai entendu cette histoire pour la première fois d'elle. Mais malgré cela, elle était à moitié traumatisée par tout cela, car non seulement son amie et ses parents ont failli faire une dépression nerveuse à cause de la peur, mais ils ont aussi fini par déménager hors de la ville parce que leur enfant ne pouvait tout simplement pas se sentir en sécurité. Là plus. Maman a dit qu'elle et tout le monde à l'école étaient convaincus que l'homme reviendrait au milieu de la nuit et la sortirait du lit, tout comme il l'avait fait avec cette fille disparue qui d'ailleurs n'avait jamais été retrouvée. Aucun cadavre ou reste n'est jamais apparu nulle part. Il n'y a eu aucun témoin crédible d'elle, malgré tous les appels publics, et ils n'ont même pas trouvé de vêtements ou quoi que ce soit de ce genre. C'était comme si cette petite fille venait de disparaître de la surface de la Terre, et cela ne faisait que donner du crédit à la théorie propagée par les enfants du coin, selon laquelle le voleur d'enfants était une sorte de croque-mitaine qui ciblait les enfants avec de petites poupées blanches à Halloween, avant de les manger vivants. Les nuits qui suivirent. Évidemment, ce n'est pas ce qui s'est passé, mais ce n'est pas non plus comme si les adultes pouvaient dire toute la vérité à leurs enfants. Tout ce qu'ils pouvaient dire, c'était que la jeune fille était perdue et que tout le monde espérait qu'elle rentrerait saine et sauve un jour. Mais personne n'y croyait, pas vraiment en tout cas. En fait, une mort rapide aurait été l'une des options les plus miséricordieuses disponibles, étant donné les circonstances dans lesquelles un homme adulte enlevait une petite fille de son lit la nuit. Je veux dire, encore une fois, il est peu probable que le gars se soit glissé à l'intérieur et ait arraché l'enfant de son lit en donnant des coups de pied et en criant. Les poupées devaient gagner la confiance de l'enfant pour que le moment venu, elles viennent doucement, pas bruyamment, et repartent tranquillement, car, comme je l'ai dit, personne n'a trouvé la moindre trace de cette fille ou de son ravisseur. Elle a été déclarée légalement morte à peu près au moment où j'ai obtenu mon diplôme universitaire. La ville a avancé, mais personne n'a oublié,
Surtout ceux qui étaient proches de tout cela, ce qui explique pourquoi ma mère a eu si peur lorsqu'elle a vidé mon sac de bonbons sur la table et a vu une petite poupée blanche cousue avec de vieux chiffons posés parmi les barres de chocolat et les emballages de bonbons. Comme vous pouvez l'imaginer, elle aussi s'est précipitée pour appeler le 9111. Après que les flics se soient emparés de la petite poupée blanche, toute la ville s'est retrouvée en confinement pendant qu'ils recherchèrent la personne qui aurait pu la mettre dans mon sac. Aucun enfant n'était autorisé à aller seul quelque part pendant des jours, et lorsque l'agitation s'est calmée, les flics ont déclaré qu'il s'agissait probablement d'une sorte de copieur cherchant juste à effrayer les gens. Ils ont pensé que c'était probablement un adolescent qui avait entendu l'histoire des petites poupées blanches, ainsi que celle de la fillette disparue quelques jours seulement après leur distribution. Ils ne pensaient pas qu'ils allaient sérieusement achever le processus de copie et tenter d'enlever les enfants qui recevèrent des poupées. Je n'étais pas le seul, mais étant donné le poids de la présence policière dans les rues le 1er novembre, il y avait de fortes chances que ce soit cela et cela seul qui ait dissuadé l'imitateur d'aller jusqu'au bout. Je n'ai entendu toute l'histoire que plusieurs années plus tard, et même si mon père pensait que tout cela était stupide et que c'était juste des enfants qui étaient des enfants, cela a eu un effet assez lourd sur ma mère. Je suppose que parce que cela lui a rappelé tous ses mauvais souvenirs de son enfance. Je crois surtout qu'il s'agissait aussi d'un imitateur comme quelqu'un qui faisait juste une farce stupide parce que personne n'a jamais essayé de nous arracher les enfants qui avaient eu les poupées, pas même des années plus tard. Mais parfois, je me demande à quel point c'était vraiment une farce. Si toute la ville n'avait pas pris les poupées au sérieux, ou si le gars n'avait pas choisi mon sac de bonbons pour en déposer une afin que ma mère ne le voie pas, les choses se seraient-elles quand même passées comme elles se sont passées? Ou bien un autre enfant aurait-il disparu en pleine nuit, enlevé par l'homme qui a rendu le petit blanc? Je livre des pizzas depuis presque 2 ans maintenant. Ce n'est pas exactement ce que j'imaginais faire quand j'ai déménagé dans cette ville endormie, mais ça paie les factures. J'ai commencé par chercher quelque chose qui me maintiendrait à flot jusqu'à ce que je puisse décrocher un emploi dans le marketing. Mais plus je le faisais, plus je réalisais que le travail de livraison me donnait en quelque sorte la liberté dont j'avais besoin, du moins au début. Mais s'il y a une chose que j'ai apprise de tous ces changements, c'est qu'être une femme dans cette industrie transforme le travail le plus banal en un jeu constant du chat et de la souris. Tout le monde devient une menace potentielle dès qu'il me voit debout à sa porte. Ce qui n'est qu'une livraison à un homme devient quelque chose de complètement différent quand c'est moi, mesurant 5 pieds 3 pouces et pesant à peine 120 livres, debout là, serrant une boîte de pizza presque comme un bouclier. Les habitués sont plutôt inoffensifs, pour la plupart des familles avec enfants, des couples de personnes âgées, des employés de bureau coincés tard dans la nuit. Mais il y a aussi ceux qui attendent qu'on frappe, qui ouvrent la porte avec un peu trop d'impatience, leurs yeux s'attardent un peu trop. Ceux qui demandent mon nom même s'il est clairement imprimé sur le reçu, se penchent un peu trop près lorsqu'ils remettent l'argent. J'essaie de garder mes distances, de toujours m'assurer de me tenir juste assez loin, et lorsque la porte s'ouvre, il y a un peu d'espace entre nous. J'ai appris ces astuces rapidement. Mais malgré toutes ces horreurs, j'ai réussi à garder les choses assez professionnelles. Pas d'appels rapprochés, pas de moment où mon instinct me criait de fuir, jusqu'à il y a quelques jours. C'était un vendredi après-midi, juste après le déjeuner, le genre de quart de travail où l'on se laisse bercer par un faux sentiment de sécurité. Le soleil brille et les routes sont dégagées. Vous commencez à oublier à quelle vitesse les choses pourraient changer. Je suis parti chercher une commande quand j'ai remarqué un camion derrière moi. Une grosse Chevrolet soulevée, avec un de ces pare-chocs en acier qui semble fait pour se faufiler à travers les choses. Un de ces camions qui crie « Je m'en fous des autres sur la route ». Seuls les plus durs survivent. Il y avait un drapeau confédéré qui flottait fièrement dans le dos, et dès que je l'ai vu, mon estomac s'est serré. Au début, je pensais qu'ils étaient simplement impatients, comme la plupart des gars qui conduisaient ces camions, roulant trop près, impatients de me dépasser. Mais ensuite, le moteur a démarré et l'avant du camion s'est rapproché, embrassant presque l'arrière de ma petite Toyota. Le soleil brillait sur le pare-brise, mais je pouvais encore distinguer leur forme sombre derrière la vitre. Ils étaient 2, penchés en avant comme s'ils se préparaient à quelque chose. J'ai essayé de rester calme et j'ai levé le pied.
espérant qu'ils me dépasseraient. Mais ils ne l'ont pas fait. Au lieu de cela, ils se sont écartés sur le côté, me dépassant sur la route étroite à 2 voies, puis ont coupé brusquement devant, me forçant sur l'accotement. Du gravier crachait sous mes pneus alors que je luttais pour reprendre le contrôle. Ils ont klaxonné, fort et longtemps, et j'ai aperçu l'un d'eux penché par la fenêtre, riant alors qu'il s'éloignait à toute vitesse sur la route. Je restais assis là un moment, les mains agrippant le volant si fort que mes jointures devenaient blanches. Mon téléphone a sonné dans le porte-gobelet, probablement juste mon application m'informant que j'avais une autre commande à venir, mais je n'ai toujours pas bougé. J'ai regardé ces feux arrière disparaître, sentant l'adrénaline me traverser comme de l'électricité. Je n'ai pas vraiment eu le temps d'obtenir leur plaque d'immatriculation, et même si je l'avais, qu'allais-je en faire? Appeler les flics et dire que j'ai quitté la route? Je doutais même qu'ils s'en soucient. Alors j'ai fait la seule chose que je pouvais vraiment. Je me suis débarrassé de tout ça, j'ai pris une profonde inspiration et j'ai repris la route. D'ailleurs, quelles étaient les chances que je revoie un jour ces 2 gars? 2 jours plus tard, j'ai reçu une commande qui a tout changé. C'est arrivé en fin d'après-midi, juste au moment où le soleil commençait à se coucher derrière les arbres. L'adresse était à la périphérie de la ville, un endroit que je n'avais jamais vu auparavant, ce qui n'est pas vraiment rare, mais ça me semblait juste bizarre. C'était peut-être dû au fait que le client avait appelé pour passer la commande au lieu d'utiliser l'application. Nous recevions à peine des commandes téléphoniques, tout le monde utilisait simplement l'application, c'était pratique, pourquoi pas, et pourtant j'étais là, conduisant sur un tronçon d'autoroute dont je n'avais jamais entendu parler, me dirigeant vers un client que je ne pouvais pas m'empêcher de sentir que je ne voulais pas rencontrer. L'allée elle-même était longue, serpentant à travers ces épais bosquets d'arbres, juste un étroit chemin de terre qui s'étendait dans les bois. Dès que je me suis tourné vers lui, j'ai senti mon estomac se nouer. Les arbres étaient denses et leurs ombres engloutissaient le dernier peu de lumière du jour qui m'entourait, plongeant tout dans cette obscurité oppressante. Les phares de ma voiture perçaient à peine l'obscurité, et j'ai dû ralentir au ralenti juste pour éviter de heurter des nids de poules. Et c'est à ce moment-là que je l'ai vu. Je viens de me garer devant moi, sur le côté de l'allée, le même camion d'il y a 2 jours. Mon cœur s'est immédiatement arrêté. Il n'y avait aucun doute. Cette grosse Chevrolet avec le drapeau confédéré accroché directement au haillon, juste là comme si elle m'attendait. Le même camion qui m'avait fait sortir de la route 2 jours auparavant. J'ai arrêté ma voiture, mon pouls battant désormais dans mes oreilles. Je pouvais sentir le poids des bois, et la situation se pressait autour de moi de tous côtés. Le silence était épais, trop immobile. Pendant un bref instant, j'ai pensé à reculer, à faire demi-tour et à partir. Mais ensuite, j'ai jeté un coup d'œil aux boîtes de pizza sur le siège à côté de moi. Qu'allais-je faire, simplement abandonner la commande? Non, je ne pouvais pas me permettre de perdre un pourboire, surtout après une semaine aussi lente. Pourtant, je ne voulais pas qu'il voie ma voiture, alors j'ai fini par me garer derrière ce bosquet d'arbres, où ma voiture serait à peine visible s'il descendait dans l'allée. J'ai sorti mon téléphone et vérifié le signal. Une barre, mais au moins il n'était pas complètement éteint. J'ai fait défiler jusqu'au numéro de mon patron, le pouce survolant le bouton d'appel juste au cas où. J'ai attrapé les pizzas, j'ai verrouillé la voiture et j'ai commencé à emprunter ce chemin de terre en direction de la maison. Ce n'était pas très loin, peut-être une centaine de mètres, mais chaque pas me paraissait lourd, comme si j'étais tombé dans un piège que je ne pouvais pas encore voir. Tout autour de moi me semblait hypersensible. L'air sentait l'humidité, celle des feuilles mouillées et du bois pourri, et le silence était si épais que j'entendais ma propre respiration. C'était presque trop fort à mes oreilles. Lorsque la maison apparaissait à travers les arbres, elle était vieille, une chose affaissée, le genre d'endroit qui semblait avoir été bricolé au fil des années par quelqu'un qui ne se souciait pas vraiment des apparences. Le porche s'affaissait au milieu et les fenêtres étaient couvertes de crasse, rendant presque impossible de voir l'intérieur. Il y avait une porte séparant la maison du reste de la propriété, et alors que je m'approchais, j'ai remarqué une silhouette assise sur le porche, se balançant d'avant en arrière sur une vieille chaise en bois. Il me regardait juste.
Mon souffle se bloqua dans ma gorge lorsque l'homme se leva et fit ce signe paresseux. Je l'ai reconnu immédiatement. Il faisait partie de ceux du camion, de ceux qui s'étaient moqués de moi en me forçant à quitter la route. Il portait la même casquette de baseball sale, sa chemise tachée et étendue sur sa silhouette volumineuse. « Salut !» cria-t-il, sa voix traversant la cour. « C'est toi la livreuse de pizza ?» J'ai hoché la tête, la gorge trop serrée pour répondre, mes mains agrippant si fort les boîtes de pizza que j'ai cru que j'allais les écraser. Il sourit, montrant une série de dents jaunes. Je ne pensais pas que nous te reverrions si tôt. Mon estomac se retourna. Le gars est descendu du Porsche et a commencé à marcher sur le côté de la maison, disparaissant de ma vue. J'ai hésité un instant, debout devant la porte, ne sachant pas quoi faire ensuite. Mais ensuite un autre homme a émergé de l'arrière de la maison, celui-ci plus grand et plus maigre, avec le même air gras, même s'il a fait des signes de la main comme le premier gars. « Désolé pour l'autre jour », cria-t-il en se dirigeant vers la porte. « Je ne voulais pas t'effrayer. Nous nous amusions juste, tu sais. Mais je me sens mal à ce sujet, vraiment. » Il s'est approché, juste assez pour que je puisse voir la lueur dans ses yeux. Il n'était pas désolé. Il jouait avec moi. « J'ai un gros pourboire pour toi », dit-il en sortant une liasse de billets de sa poche. « Entrez. Nous allons arranger les choses. » J'ai hésité en jetant un coup d'œil à ma voiture cachée dans les arbres. Mon téléphone était toujours dans ma poche. Je pourrais appeler mon patron et lui dire ce qui se passait, mais ensuite, est-ce que quelqu'un arriverait ici à temps? L'homme m'a fait signe d'avancer, l'argent toujours en main. Allez maintenant. Nous ne mordons pas, sauf si vous le souhaitez. Il rit, un son sourd et laid qui me fit frissonner le dos. Contre mon meilleur jugement, j'ai franchi la porte, gardant les yeux sur lui tout le temps. Je pouvais sentir le poids des pizzas dans ma main, mais ce n'étaient pas les boîtes qui me paraissaient lourdes. C'était le sentiment que j'avais franchi une ligne dont je ne reviendrai peut-être pas. Je me dirigeais vers la maison, mes pas lents et délibérés. L'homme avec l'argent n'arrêtait pas de sourire en me faisant signe de continuer. L'autre gars est réapparu au coin de la rue, debout avec quelque chose dans les mains. Je plissais les yeux, essayant de comprendre ce que c'était dans la lumière déclinante. Puis j'ai réalisé ce que c'était. Des laisses épaisses et lourdes. Et au bout, 2 rottweilers hargneux. Les chiens s'efforçaient contre leur collier, les yeux rivés sur moi, les dents découvertes, grognant si bas qu'ils grondaient au creux de mon estomac. L'homme qui tenait les laisses eut un sourire plus large, et sans un mot, il les laissa partir. Je ne pensais pas. Je n'ai pas eu le temps. Je viens de courir. Les chiens étaient sur moi en quelques secondes, leur grognement se transformant en aboiement vicieux alors qu'ils traversaient la cour en trombe. J'entendais les hommes rire derrière moi, crier et applaudir. C'était une sorte de jeu tordu. Mes jambes me brûlaient alors que je sprintais vers la porte. Le bruit des pattes martelant la terre était trop proche, bien trop proche. Et puis, dans un moment de pure panique, j'ai fait la seule chose à laquelle je pouvais penser. J'ai jeté les boîtes de pizza par-dessus mon épaule. Les chiens se précipitaient sur les caisses et les déchiraient avec des grognements frénétiques. Ensuite, j'ai utilisé cette distraction pour me précipiter vers la porte et revenir en courant vers ma voiture. Mes mains tremblaient tellement que j'ai failli laisser tomber mes clés, mais d'une manière ou d'une autre, heureusement, j'ai réussi à ouvrir la porte et à me jeter à l'intérieur. Les pneus ont patiné dans la terre pendant que je les atteignais, le camion et la maison disparaissant dans le rétroviseur. Je n'ai arrêté de conduire qu'à mon retour au magasin, les mains tremblantes, alors que je racontais à mon manager ce qui venait de se passer. Il ne m'a pas cru au début, je veux dire, qui le ferait? Mais quand je lui ai montré la vidéo que j'avais enregistrée sur mon téléphone, montrant l'un des hommes riant pendant que les chiens me poursuivaient, son visage est devenu pâle. Nous l'avons signalé à la police et bien sûr, ils n'ont pas fait grand-chose. Ils ont simplement donné au gars une citation et une amende. Mais il s'avère qu'il s'appelait Randall. Il représentait une menace pour la ville depuis des années, allant et venant en prison, suscitant toujours des ennuis. Après ce qui m'est arrivé, les gens ont arrêté de supporter ces conneries. La ville s'est finalement retournée contre lui pour la première fois, et les gens n'ont pas hésité à appeler les flics lorsqu'il a dépassé les bornes. Quant à moi, je livre toujours des pizzas. Mais de temps en temps,
Lorsque je m'arrête devant une maison, je m'assure de me garer là où je peux faire une escapade rapide. J'ai travaillé pour une petite entreprise de livraison dans une ville où tout le monde connaissait les affaires de chacun. Delivering Delights ne faisait pas partie de ces services de renom comme Uber Eats ou DoorDash. Il s'agissait plutôt d'une entreprise locale, une start-up privée dirigée par un couple local gagnant juste assez pour rester à flot. On pourrait penser que le nom lui-même dégagerait une ambiance amicale, mais il y avait quelque chose dans la livraison de nourriture le soir qui me faisait toujours peur. Les rues, autrefois animées par la vie quotidienne, étaient désormais devenues sombres et creuses sous la faible lueur des réverbères. Mon travail était simple, ramasser la nourriture et la déposer. Je m'étais habitué au rythme, traversant des quartiers calmes, regardant les lumières des gens s'allumer et s'éteindre, alors qu'ils s'installaient dans leur routine du soir. La plupart des clients étaient sympathiques, saluant depuis leur porte ou offrant même un remerciement derrière un masque. On commence à reconnaître les gens au bout d'un moment. Les petites villes sont définitivement comme ça. J'ai appris leurs habitudes, ceux qui commandaient des pizzas tard le soir, les familles qui voulaient toujours des frites supplémentaires, le gars qui vous donnait 5 $ de plus si vous n'émettez pas de bruit. Mais bien sûr, il y a des bizarres, des gens qui vous donnent la chair de poule. J'évitais certains quartiers, surtout la nuit tombée. Mais ensuite, il y avait Hélène. Hélène vivait dans ce vieux quartier de la ville, juste à côté du lycée où les maisons avaient définitivement connu des jours meilleurs. Les pelouses étaient envahies par la végétation, négligées par leurs propriétaires. Elle commandait toujours du fish and chips, toujours, et à chaque fois, elle avait la même instruction, frapper et attendre qu'elle vienne à la porte. Assez standard, sauf qu'elle s'attardait. Elle m'invitait avec ce sourire étrange affiché sur son visage, un sourire qui n'atteignait pas vraiment ses yeux. Je refuserais toujours, trouverais une excuse pour avoir d'autres livraisons. Et il y avait quelque chose dans la façon dont elle me regardait, comme si elle m'évaluait, comme un loup observant un agneau. Un soir, alors que les affaires allaient plutôt au ralenti, j'ai reçu ma notification. Nouvelle commande, fish and chips pour Hélène. J'ai failli l'ignorer. L'horloge indiquait 10h15 et il ne me restait plus qu'1 heure de travail. Il s'agissait cependant d'une commande importante, plus importante que la normale. Je me sentais un peu désespéré de rattraper les pourboires lamentables ce soir-là, alors contre mon meilleur jugement, j'ai pris l'appel. Je me suis arrêté au restaurant, l'estomac déjà mal à l'aise. La rue à l'extérieur était sombre, et l'enseigne aux néons vacillantes projetait une ombre étrange et irrégulière sur le parking. Même le restaurant semblait plus calme que d'habitude, presque comme si toute la ville dormait, sauf Hélène et moi. J'ai attrapé le lourd sac marron, la graisse s'infiltrant déjà à travers le papier, et je me suis dirigé vers sa maison. La maison d'Hélène se distinguait comme un pouce malade dans le quartier. Une maison à 2 étages affaissés avec de la peinture écaillée et des demi-stores arrachés aux fenêtres. Je pensais que ça venait des chats. Il le fallait. La lumière du porche éclairait à peine les marches. Quand je me suis garé devant, j'ai hésité. Quelque chose dans la maison ce soir, c'était différent, plus sombre, comme si elle m'attendait. Il y avait des sacs de détritus partout sur le porche et un petit fauteuil inclinable pourrissant à côté de la porte d'entrée. L'endroit était assez dégoûtant de fond en comble, mais c'était le reflet complet de la dame qui vivait à l'intérieur. J'ai pris une profonde inspiration, j'ai secoué cette sensation rampante qui rampait le long de ma colonne vertébrale, et j'ai simplement saisi la commande. Je suis monté sur son porche, et j'ai remarqué une odeur aigre dans l'air, presque comme de la viande pourrie mélangée à autre chose. De la sueur peut-être ? Je n'arrivais pas vraiment à le situer. C'était le genre d'odeur qui fait dresser les cheveux sur la nuque. J'ai frappé une fois et la porte s'est ouverte toute seule. C'était la dernière chose au monde que je souhaitais qu'il se produise. Ce n'était pas la première fois que sa porte restait ouverte, mais ce soir, elle s'est ouverte vers l'intérieur avec un lent gémissement, comme si elle m'attendait. L'obscurité à l'intérieur était absolue, la lumière de la rue pénétrant à peine au-delà de ce seuil, engloutie par l'obscurité au-delà. L'odeur me frappait plus fort maintenant, plus épaisse, rance. Hélène ?» J'ai crié, ma voix étant trop forte dans le silence. Aucune réponse. Je suis entré, le sol craquant sous mon poids.
Hélène, ta nourriture est ici. J'aurais dû partir, et je le sais maintenant. Mais sur le moment, j'ai pensé qu'elle était peut-être tombée ou qu'elle était trop malade pour venir à la porte. Et malgré tout, je ne voulais pas laisser la nourriture dehors. Mes yeux se sont habitués à la faible lumière provenant de quelque part au plus profond de la maison, la lueur d'une lampe vacillante ou d'une télévision peut-être. Mais le salon était pire que ce que j'avais jamais vu. Des vêtements et des papiers étaient éparpillés sur le sol, des récipients de nourriture à moitié vides, des bouteilles vides. J'ai posé la nourriture sur le comptoir de la cuisine, libérant ainsi un petit espace parmi le désordre. Mes pieds s'enfoncèrent presque dans le tapis. C'était humide de quelque chose auquel je ne voulais pas penser. Alors que je me dirigeais vers le couloir, j'ai vu des ombres se déplacer au bord de mon champ de vision, presque comme si quelque chose se cachait juste hors de vue. À ce stade, j'étais convaincu qu'elle était blessée, peut-être qu'elle était tombée. Hélène, j'ai appelé à nouveau, cette fois avec plus d'urgence. Quelque part au fond du couloir, je l'ai entendue, une voix faible, à peine au-dessus d'un murmure. « Ici, aide-moi. » C'était sa voix, mais elle ne sonnait pas bien. C'était trop faible, trop lointain, presque comme si elle m'appelait du fond d'un puits. J'ai hésité devant la porte du couloir, jetant un coup d'œil à la porte d'entrée qui semblait plus éloignée maintenant. Mon cœur battait à tout rompre, tous mes instincts me criaient de partir. Puis je me suis demandé, et si elle avait vraiment besoin de mon aide? Je me suis glissé dans le couloir, les murs se rétrécissant comme s'ils se refermaient autour de moi. Cette odeur était désormais insupportable, comme une blessure purulente qu'on venait de laisser pourrir. J'atteignis la porte de la chambre, légèrement entr'ouverte, et la faible lumière vacilla à l'intérieur. Je l'ai poussée lentement pour l'ouvrir. Elle était là, allongée sur le lit, les draps emmêlés autour de sa silhouette massive. Hélène, le corps à peine couvert, la peau pâle, luisante de sueur. Elle m'a souri faiblement, mais ce n'était pas un sourire de gratitude. C'était autre chose. « Entrez », dit-elle, sa voix épaisse et brouillée. « J'ai besoin de toi. » Je me figeai, mon estomac se retournant encore plus. Il y avait juste quelque chose qui n'allait vraiment pas dans la façon dont elle était allongée là, dans la façon dont elle me regardait. Je reculai d'un pas, mon talon s'accrochant au bord du tapis. Elle était totalement nue, toutes ses parties exposées, me faisant signe d'un doigt de la rejoindre au lit. « J'ai apporté ta nourriture, » balbutiai-je, sortant déjà de la pièce. Je devrais y aller. Soudain, une voix traversa le silence, basse et rauque, quelque part derrière moi. « Non, ne pars pas. Elle a besoin de toi. » Je me suis retourné. Dans l'ombre, au bout du couloir, se tenait un homme, et je l'ai immédiatement reconnu. Un sans-abri que j'avais vu traîner dans le centre-ville, errant sans but. Ses vêtements étaient sales, son visage mal rasé, mais ce qui ressortait le plus était la façon dont il me regardait. Ses yeux étaient écarquillés, brillants de quelque chose de maniaque, de désespéré. Il n'y a pas beaucoup de sans-abri dans notre petite communauté, donc c'était facile de retracer l'endroit d'où je le connaissais. Pourtant, il y avait quelque chose qui n'allait pas, comme s'il était devenu fou. « Elle a besoin que tu restes », répéta-t-il en s'avançant, sa main sale tendue vers moi. « Tu peux l'aider ?» J'ai reculé jusqu'à l'encadrement de la porte, mon pouls battant dans mes oreilles. « Je ne pense pas. » Commençai-je, mais il m'interrompit, la voix montant. « Elle est malade. Tu ne vois pas ça? Tu dois lui donner ce dont elle a besoin. » Et puis il m'a fait un clin d'œil. Je sentais mon corps se tendre alors qu'il se rapprochait. Ses pas étaient délibérés, sa respiration irrégulière. J'ai jeté un coup d'œil dans la pièce, où Hélène me regardait toujours avec ce sourire étrange, ses mains me faisant toujours signe de me rapprocher. Je pouvais sentir ces murs se refermer, l'air autour de moi s'épaissir. Ce n'était pas seulement une demande étrange, c'était tout autre chose, quelque chose de beaucoup plus sombre et totalement dépravé. Mon dos a finalement heurté le mur et le poids de la situation s'est fait sentir. J'étais pris au piège. L'homme continuait de se rapprocher,
ses vêtements sales puant la sueur aigre et autre chose, son souffle chaud et humide remplissant ce couloir étroit alors qu'il marmonnait à nouveau. « Vous devez l'aider. Vous êtes venu ici pour l'aider, n'est-ce pas? Donnez-lui votre chargement, livreur. »« Je ne suis que le livreur, balbutiai-je, la gorge sèche. Je suis juste là pour déposer la nourriture et j'ai vraiment besoin d'y aller. »« Les livraisons peuvent attendre, » a-t-il lancé d'une voix soudaine, coupant l'air étouffant comme un couteau. Il n'était plus qu'à quelques centimètres de moi maintenant, suffisamment près pour que je puisse voir les plaies sur sa peau, le blanc jauni de ses yeux qui allaient et venaient, me scrutant comme si j'étais une proie. « Hélène a faim. Elle t'attend. Donne-le lui, mec, et laisse-moi regarder. » Derrière moi, la voix d'Hélène résonnait d'une douceur maladive. « S'il te plaît, ne pars pas, » dit-elle, en sortant les mots, chaque syllabe dégoulinant d'un mélange de désespoir et de quelque chose qui me donnait encore plus la chair de poule. « Reste juste un moment. Tu vas aimer. Nous prendrons soin de toi. » Je tournai la tête vers elle. Elle s'était relevée à mi-hauteur, son grand corps pâle à peine dissimulé par le mince drap désormais emmêlé autour de ses jambes. La faible lumière de la pièce captait la lueur de sueur sur son visage, et pour la première fois, je vis toute l'étendue de la crasse dans laquelle elle vivait. Le lit était taché, des taches sombres marquaient le matelas et il y avait un bruit écrasant. Odeur de moisissure et de pourriture qui semblait presque émaner de tous les coins de la pièce. J'ai eu un haut-le-cœur alors que la bile montait dans ma gorge. La main de l'homme s'est levée, attrapant mon bras. Sa poigne était moite, ses ongles sales, s'enfonçant dans ma peau. « Tu ne peux pas partir, » grogna-t-il, me tirant vers la chambre. « Hélène veut que tu restes. »« Non. » J'ai crié, libérant finalement mon bras avec toute la force que je pouvais rassembler. Le mouvement soudain m'a fait trébucher en arrière, mon épaule s'écrasant contre le cadre de la porte. « Je ne reste pas. Je ne fais pas partie de quoi que ce soit. Vous deux, amusez-vous bien. » Le visage de l'homme se tordit en un affreux grognement, ses lèvres retroussées, révélant des dents jaunes et craquelées. « Tu ne peux pas partir, siffla-t-il, sa voix basse et dangereuse maintenant. Pas jusqu'à ce qu'elle ait eu ce qu'elle veut. Tu vas marquer ça, mec, durement. Fais-le. » Je ne voulais pas savoir ce que cela signifiait. Je me suis retourné et je me suis précipité dans le couloir, mes pieds martelant le tapis usé alors que je courais vers la porte d'entrée. Derrière moi, j'entendais les pas lourds de cet homme, son souffle irrégulier qui me suivait alors qu'il poursuivait. La voix d'Hélène me suivit, maladive et chantante. « Reviens, ne t'enfuis pas. » J'ai atteint la porte d'entrée et je l'ai ouverte avec les mains tremblantes. L'air froid de la nuit m'a frappé le visage avant que je puisse m'échapper complètement. Et c'est à ce moment-là que j'ai senti une main griffer le dos de ma chemise, me tirant vers l'arrière. Je me suis retourné juste à temps pour voir cet homme, les yeux fous, essayant de me ramener dans la maison. « Allez, mon frère !» il a crié. Dans un élan de force désespéré, je me suis échappé de son emprise. J'ai trébuché sur la marche du porche et j'ai couru vers ma voiture. J'ai cherché mes clés et j'ai finalement réussi à déverrouiller la porte. Je me suis précipité à l'intérieur, j'ai claqué la porte et je l'ai verrouillée. L'homme se tenait au bord du porche, son ombre se profilant dans la pénombre, ses yeux fixés sur moi avec cette intensité folle. Pendant un instant, nous nous sommes simplement regardés, l'air entre nous étant rempli de tension. Il n'a pas bougé, il restait là, respirant lourdement, sa poitrine se soulevant et s'abaissant alors qu'il continuait à me regarder. Puis il leva lentement la main et me désigna, les lèvres retroussées. « Tu reviendras, » dit-il, sa voix à peine audible à travers la vitre fermée de ma voiture. « Tu reviendras. » Je n'ai pas perdu une seconde de plus. J'ai démarré mon moteur et suis sorti de cette allée, mes pneus crissant contre l'asphalte alors que je m'éloignais à toute vitesse. Je n'ai pas regardé en arrière. Je ne pouvais pas. L'image d'Hélène et de cet homme, peu importe ce qu'ils prévoyèrent de faire, était gravée dans mon esprit. J'ai continué à conduire, mes jointures blanches, alors que je tenais le volant, l'adrénaline coulant toujours dans mes veines. Quand je suis finalement arrivé sur le parking derrière le bureau de Delivering Delights, j'ai eu l'impression de pouvoir à nouveau respirer.
Ce poids oppressant qui s'était accroché à moi à l'intérieur de cette maison semblait presque complètement disparu. Mais le malaise, la sensation de ramper dans ma nuque restait. Je suis resté assis dans ma voiture pendant un moment, le cœur ralentissant progressivement, essayant de donner un sens à toute cette situation. Comment en suis-je arrivé là? Je lui ai déjà livré, bien sûr, mais là, c'était évidemment complètement différent. Il ne s'agissait pas seulement d'une vieille dame maladroite et inappropriée. C'était tout autre chose, quelque chose de plus sombre et de plus insidieux. Qu'est-ce que c'était que ce type? J'ai sorti mon téléphone et j'ai appelé mon patron, le propriétaire de Delivering Delights. Même s'il était tard, la ligne a sonné 2 fois, puis une voix groggy a répondu. « Ouais, quoi de neuf? Je viens de quitter la maison d'Hélène, dis-je, essayant de garder ma voix ferme, même si elle tremblait encore. Quelque chose de bizarre s'est produit, et je pense qu'elle a un gars qui reste avec elle. Il a essayé de m'attraper et j'ai à peine réussi à m'en sortir. » Il y eut une pause à l'autre bout du fil. « Qu'est-ce que tu veux dire, un gars? » « Je ne sais pas qui il est, dis-je, les mots jaillissant maintenant. Il est sans abri, je pense. Je l'ai vu en ville, mais il était là, et il a essayé de me ramener dans la maison, m'a dit que je ne pouvais pas partir. Mon patron a soupiré profondément. « Écoute, mec, Hélène a définitivement des problèmes, d'accord? Nous avons eu des problèmes avec elle dans le passé, mais rien de tel. Je vais parler à la police et voir ce qu'ils veulent faire. En attendant, prends juste le reste de la nuit et nous réglerons tout le reste. » Je viens de raccrocher, ne me sentant pas plus rassuré qu'auparavant. Alors que j'étais assis dans ma voiture sombre, le poids de ce qui venait de se passer s'est finalement installé. Je pouvais encore sentir la poigne moite de cet homme sur mon bras. Je pouvais encore entendre la voix étrange d'Hélène m'appeler, me faisant signe de revenir. Je ne suis même pas rentré chez moi tout de suite. Au lieu de cela, j'ai simplement roulé sans but dans les rues calmes de notre ville, essayant de me débarrasser du sentiment d'être observé, la sensation qui était sur mon bras. Chaque fois que je passais devant une ruelle sombre ou un coin de rue vide, je m'attendais à moitié à voir cet homme debout là m'attendant. Le lendemain matin, je suis retourné au bureau pour faire un suivi avec mon patron. J'avais besoin d'une conclusion, d'une sorte d'explication, de n'importe quoi pour donner un sens à la folie que j'avais vécue la nuit dernière. Quand je suis entré, mon patron était assis derrière son bureau, l'air beaucoup plus fatigué que d'habitude. « Avez-vous eu des nouvelles des flics ?» ai-je demandé en m'asseyant en face de lui. Il hocha lentement la tête, se frottant la nuque. « Ouais. Il s'avère qu'Hélène laisse ce type rester avec elle depuis un moment maintenant. Apparemment, elle l'a rencontré en ville il y a quelques jours et l'a ramené à la maison, et ils ont été, je suppose, impliqués. » « Impliqués ?» répétai-je, sentant immédiatement mon estomac se retourner. « Ouais, » dit mon patron, visiblement mal à l'aise. « C'est bizarre et c'est foireux, mais ce sont des adultes consentants. Nous ne pouvons pas faire grand-chose. Les flics sont allés leur parler, mais ils n'ont pas arrêté le gars. Techniquement, il ne faisait rien. Illégal. » Je secouai la tête, essayant de comprendre ce qu'il me disait. « Alors, c'est tout? Il ne se passera rien? Rien d'illégal? » Ses mains étaient partout sur moi. Il m'a poursuivi. Il a essayé de me ramener dans la maison. Mon patron s'est penché en arrière sur sa chaise, me regardant avec des yeux fatigués. « Écoute, je comprends. C'est vraiment effrayant, mais nous ne pouvons rien faire de plus. Restons à l'écart d'elle à partir de maintenant, d'accord? Si elle appelle pour donner un ordre, j'enverrai quelqu'un d'autre. Quant à appuyer sur n'importe quel ordre, j'enverrai quelqu'un d'autre. Accusation, c'est votre parole contre la leur, et ils disent tous les deux qu'il ne vous a jamais touché. » J'ai hoché la tête, mais un sentiment de malaise me rongeait, refusant de lâcher prise. J'ai quitté le bureau et je suis rentré chez moi. Et j'ai fini par arrêter la semaine suivante. Je ne pouvais plus le faire après ça, après tout ce qui s'était passé. Et je n'ai jamais revu ces deux-là. Mais si je le fais, je vais certainement courir dans l'autre sens.
Il y a quelque chose de séduisant dans la commodité, celle qui vous attire lentement jusqu'à ce que vous soyez piégé dans sa toile. Après avoir déménagé seul, c'est devenu un mode de vie. Non pas que j'étais paresseux en soi, j'avais juste un bon travail, une vie sociale, tout ce qu'une vingtaine d'années normales devrait avoir. Mais si je pouvais éviter de traiter avec le monde extérieur, je le ferais certainement. Je paierais un supplément pour les trajets Uber, les livraisons d'épicerie et les dépôts de nourriture juste pour rester dans ma petite bulle. Je ne considérais pas cela comme de la paresse, c'était juste du réconfort. Cela a commencé modestement, un trajet Uber ici, une course d'épicerie là. Mais une fois que j'ai réalisé à quel point il était facile d'éviter les interactions banales de la vie quotidienne, je me suis vraiment penché sur cette idée. Je n'ai pas eu à faire la queue dans un supermarché, ni à avoir affaire à des employés bavards. Je n'ai pas eu besoin de bavarder avec des gens qui me connaissaient à peine. Les services de livraison sont devenus ma béquille, et je les ai bientôt utilisés pour tout. Et il ne fallut pas longtemps avant que je me retrouve à quitter rarement la maison. Au début, je me suis dit que ce n'était qu'une phase, une petite période de retraite post-pandémique pour me détendre. Tout le monde cherchait encore comment redevenir normal après le Covid, n'est-ce pas? Rester à l'intérieur me semblait en sécurité, et j'aimais la sécurité. En fin de compte, il ne s'agissait pas seulement d'éviter le monde extérieur, il s'agissait de profiter d'être seul. J'ai gardé mon travail, j'ai géré mes amitiés par SMS et j'ai passé la plupart de mes week-ends seul, moi et mon chiot, recroquevillés sur le canapé, à regarder des émissions en frénésie. Le temps passé seul est littéralement devenu mon sanctuaire. Un week-end, j'avais tout prévu, un isolement total. J'allais dévorer la dernière saison de mon émission Netflix préférée sans aucune distraction. J'avais des collations, des boissons, des couvertures et mon chiot sur mes genoux. Ça allait être parfait. La seule chose qui manquait était un burrito de mon restaurant mexicain préféré en bas de la rue. Rien de trop extravagant, juste un gros burrito de carnitas avec des chips et du guacamole pour m'accompagner toute la nuit. Il était déjà environ 8 heures du soir. Le soleil s'était couché et une obscurité confortable s'était installée dans mon salon, la douce lueur de la télévision vacillant devant moi. J'ai ouvert l'application de livraison de nourriture, passé la commande et bien sûr sélectionné l'option sans contact. C'était un de ces week-ends. Pas de socialisation, pas d'interruption, pas même avec un chauffeur-livreur. Déposez simplement la nourriture, prenez une photo et partez. Parfait. La commande a été acceptée assez rapidement, puis on m'a donné une ETA de 20 minutes. Je me suis réinstallé sur le canapé, j'ai appuyé sur play sur la télé, jetant un coup d'œil de temps en temps à mon téléphone pour suivre la progression de la livraison. 20 minutes se sont écoulées sans coup, sans notification, rien. J'ai attendu encore 5 minutes, puis peut-être 10. Mon téléphone a sonné. C'était finalement le chauffeur-livreur. « Hé, désolé pour le retard. Il y a eu une confusion au restaurant, mais ne vous inquiétez pas, je l'ai réparé et je suis en route maintenant. » Un sentiment de soulagement m'a rapidement envahi, même si j'admets que la situation me semblait quelque peu bizarre. Je ne sais pas pourquoi. Je l'ai remercié et lui ai rappelé qu'il s'agissait d'un ordre sans contact. Je ne voulais pas être dérangé, d'autant plus que j'étais déjà en mode « ne me parle pas ». Je n'ai pas eu de réponse. J'ai continué à regarder mon émission, mais ma concentration a continué à dériver. Le temps a continué à passer, et ce sentiment de malaise d'avant a commencé à réapparaître. Ce n'était pas seulement le retard, c'était quelque chose dans son ton, ou peut-être le manque de ton. Il n'y avait pas de « désolé pour l'attente », ni de « j'espère que vous apprécierez », juste ce bref « j'arrive ». Les phares traversant la fenêtre du salon m'ont finalement fait sortir de là. J'ai coupé le son de la télévision et j'ai écouté les pas habituels, le bruit d'un sac posé, puis les pas qui reculaient. Mais au lieu de cela, tout ce que j'entendais, c'était le silence. J'ai regardé la porte, sentant une sensation d'oppression grandissante dans ma poitrine. Il aurait dû être parti maintenant, mais quelque chose le retenait là. J'ai réfléchi à jeter un coup d'œil par la fenêtre, mais j'avais l'impression d'en révéler trop. Au lieu de cela, j'ai attrapé mon téléphone et extrait mon flux de ma caméra Ring. Il se tenait juste là, juste devant la porte, tenant le sac et ne bougeant pas, sans frapper, juste debout. Que diable!
me suis-je murmuré. Il était figé, regardant droit devant lui comme s'il attendait quelque chose. 5 minutes s'écoulèrent, puis 10. Il n'a pas bougé d'un pouce. Mon cœur battait à tout rompre maintenant, ce sentiment de malaise se transformant en une véritable terreur. Ce n'était pas normal. J'ai hésité avant de lui envoyer un message. Je ne voulais pas m'engager, mais je voulais me débarrasser de lui, alors j'ai tapé « Eh, ce n'est pas un contact. S'il vous plaît, laissez simplement ma nourriture sur le porche. » Quelques secondes plus tard, j'ai reçu une réponse. « J'ai besoin que tu viennes et que tu le prennes. Je ne peux pas partir avant que tu le fasses. » J'ai regardé le texte, mes doigts tremblants maintenant. J'ai revérifié l'application, confirmant que j'avais bien sélectionné sans contact. Pourquoi insistait-il pour me voir? Le nœud dans mon ventre se resserra encore plus. « Laisse-le, » répondis-je. « C'est déjà payé. Vous n'avez rien à confirmer. » Je n'ai pas eu de réponse. J'ai vérifié à nouveau la caméra Ring, et cette fois, il la regardait directement. Ses yeux semblaient presque creux, son visage s'étirait en ce sourire grotesque et forcé. Et c'est alors qu'il parla. « Tu devrais sortir et le prendre. Je veux juste m'assurer que vous l'obtenez. » Sa voix était monotone, plate, sans émotion. Mais il y avait quelque chose en dessous, quelque chose de sinistre qui se cachait juste hors de portée. Tous mes instincts me criaient de rester à l'intérieur, de verrouiller la porte et d'éteindre les lumières. Il ne partait pas. Il m'attendait juste, me regardant. J'ai tapé un autre message, les mains tremblantes. Je n'ai vraiment pas envie de sortir. S'il vous plaît, laissez ma nourriture. Cette fois, il n'a pas répondu par SMS. Au lieu de cela, il a de nouveau parlé directement devant la caméra. « Allez, je peux voir la lueur de ta télé. Cela ne prendra qu'une seconde. Qu'est-ce que tu regardes ?» Son ton avait changé maintenant, plus décontracté, comme si nous étions de vieux amis partageant une conversation. Mais ces mots m'ont donné la chair de poule. Depuis combien de temps était-il là, à regarder par ma fenêtre? J'ai senti mon souffle s'arrêter alors que je m'éloignais de la porte. L'air à l'intérieur de mon appartement étant désormais lourd, voire suffocant. Mon chiot remuait sur le canapé, sentant rapidement ma tension. Et puis il dit « J'ai dû faire beaucoup de choses pour régler ta commande, tu sais. Peut-être que tu pourrais au moins sortir et dire merci. » Les mots restèrent dans l'air, une menace tacite derrière eux. J'ai avalé difficilement et j'ai essayé de penser à quoi faire. De toute évidence, il n'allait pas partir tout seul, mais je n'avais pas vraiment envie d'ouvrir la porte. Je ne voulais pas le voir en personne, mais mes options s'épuisaient rapidement. « Très bien », marmonnai-je dans ma barbe, les mains toujours tremblantes alors que j'ouvrais la porte. Je l'ouvris juste un peu, assez pour croiser son regard. Il avait cet étrange sourire narquois, peu naturel, surtout de près. C'était presque comme si s'était peint, et sa peau avait cet éclat pâle et malsain. Et l'odeur, oh mon Dieu! L'odeur m'a frappé comme une vague. De la sueur rassie, de la saleté et quelque chose de pourri qui persistait en dessous. Il a ensuite tendu le sac vers moi mais ne l'a pas lâché. J'ai senti une vague glaciale de peur m'envahir alors que je tendais la main. C'était presque comme si sa prise se resserrait sur le sac. « Je pense que je mérite plus qu'un simple merci », a-t-il déclaré, sa voix dégoulinante de quelque chose de gras. Il se pencha plus près, ses yeux scrutant mon visage. « Peut-être que tu pourrais m'inviter à l'intérieur ?» Mon pouls a commencé à s'accélérer. Je me forçais à faire un faux sourire, reculant et resserrant ma prise sur la poignée de la porte. « Je ne peux pas faire ça, » balbutiai-je. Mon colocataire est vraiment malade et personne n'est autorisé à entrer. Il n'y avait pas de colocataire. Je vivais seul. Mais j'avais besoin qu'il parte. Ses yeux se tournèrent ensuite par-dessus mon épaule vers la faible lueur de la télévision en arrière-plan. « Votre colocataire ?» demanda-t-il avec un sourire hésitant. « C'est assez drôle. Je n'ai vu personne d'autre ici de la nuit. Je me figeais, le sang glacé. Il ne se tenait pas seulement à ma porte. Il surveillait clairement la maison. Alors que mon cœur battait à tout rompre, ma peau a commencé à ramper en réalisant que cet homme en savait plus sur moi que je n'aurais jamais dû le lui dire. Cela devait prendre fin maintenant.
Je suis désolé, mais je dois y revenir, dis-je d'une voix tremblante mais ferme. S'il vous plaît, laissez ma nourriture. Il hésita, les yeux légèrement plissés comme s'il calculait son prochain mouvement. Puis, en un instant, il se précipita. Sa main s'est écrasée sur moi, me forçant à reculer alors qu'il se frayait un chemin à l'intérieur. Sa puanteur m'a complètement submergé, aigre et putride. J'ai crié, jetant mon poids contre la porte avec toute la force que je pouvais rassembler. Il était plus fort que ce à quoi je m'attendais, ses mains sales griffant le cadre de la porte, mais d'une manière ou d'une autre, alimenté par une pure panique, j'ai réussi à le pousser dehors. La porte s'est refermée et je l'ai verrouillée. Mon corps tout entier tremblait alors que je m'appuyais contre lui. Je suis resté là pendant ce qui m'a semblé des heures, écoutant le bruit de ses pas qui descendèrent les escaliers. J'ai couru vers la fenêtre, juste à temps pour le voir courir vers sa voiture, regardant par-dessus son épaule pendant qu'il partait. Je suis resté près de la porte, attendant que le bruit de sa voiture démarre. Quand j'ai finalement entendu le moteur tourner et disparaître au loin, j'ai glissé vers le bas de la porte sur le sol, le corps tremblant et l'adrénaline refluant. Mon chiot, sentant maintenant vraiment ma détresse, m'a léché la main. Je le serrai fort dans mes bras, essayant de calmer ma respiration. Pendant l'heure suivante, je n'ai pas bougé. Je restais assis là, à regarder la porte, essayant de me convaincre que tout était fini, qu'il était parti pour de bon. Mais son visage, cette odeur, tout cela était gravé dans mon esprit. La façon dont il me regardait, comme s'il m'évaluait, décidant quoi faire ensuite. Je frémis, essayant de me débarrasser de la terreur rampante qui s'était désormais installée profondément dans mes os. Finalement, je me suis levé, les jambes instables, et j'ai attrapé mon téléphone. J'ai dû signaler cela. Mes doigts ont tâtonné lorsque j'ai ouvert l'application de livraison et trouvé le chat d'assistance. J'ai décrit tout ce qui s'est passé, du texte effrayant à la tentative d'effraction. La réponse a été rapide mais d'une vague frustrante. Nous sommes désolés pour votre expérience. Nous lancerons une enquête et prendrons les mesures appropriées. Mais cela ne me suffisait pas. J'ai ensuite appelé la ligne de police non urgente. Je n'étais pas sûr qu'il puisse faire quelque chose, mais je devais au moins faire une sorte de rapport. Le répartiteur était poli, bien que clairement indifférent. Nous enverrons quelqu'un sur place pour recueillir une déclaration, a-t-elle déclaré d'une voix dénuée de tout sentiment d'urgence. J'ai raccroché, sentant une vague d'impuissance m'envahir complètement. Je me suis assis sur le canapé, regardant la télévision d'un air vide, incapable de me concentrer sur quoi que ce soit. Le burrito et les chips étaient toujours posés par terre près de la porte, intacts. L'odeur de la nourriture se mêlait à l'odeur persistante de ce chauffeur. J'avais mal au ventre. J'ai attrapé le sac de nourriture et je l'ai jeté à la poubelle sans hésiter. Mon appétit avait disparu. Lorsque le policier est arrivé environ 1 heure plus tard, je lui ai tout raconté. Il a pris des notes et posé quelques questions, mais encore une fois, il ne semblait pas trop inquiet. « Nous garderons un œil sur lui », a-t-il déclaré. « Mais j'admets que sans véritable agression, il est difficile de prendre d'autres mesures pour le moment. Restez vigilants, verrouillez vos portes et appelez-nous si quelque chose d'autre se produit. Ce n'était pas vraiment rassurant, mais c'était quelque chose, je suppose. » Je l'ai remercié et je l'ai regardé partir, ne me sentant pas plus en sécurité qu'avant même son arrivée. Le reste de la nuit a été flou et je n'ai pas dormi. Je veux dire, comment pourrais-je? J'ai gardé le flux de ma caméra Ring ouvert sur mon téléphone, y jetant un coup d'œil toutes les quelques minutes, m'attendant à le revoir là. Mais le Porsche restait vide et la rue calme. J'ai essayé de me distraire en regardant davantage l'émission, mais chaque bruit extérieur me faisait sursauter. Chaque ombre me faisait penser qu'il se cachait juste hors de vue. Le lendemain matin, je me suis réveillé, si on peut même appeler ça ainsi. J'ai dû m'assoupir à un moment donné, mais je n'avais pas l'impression de vraiment dormir. Ma tête me faisait mal, mes nerfs étaient complètement à vif. J'ai jeté un coup d'œil à mon téléphone, m'attendant à moitié à d'autres messages de sa part, mais il n'y avait rien. Je ne pouvais pas rester prisonnier de la peur. Je devais continuer ma vie, non ? Je me suis dit que peut-être l'entreprise avait effectivement donné suite. Peut-être qu'ils ont suspendu son compte.
Ou peut-être qu'il a réalisé qu'il était allé trop loin et a décidé de faire profil bas. Quoi qu'il en soit, je n'avais plus de nouvelles de lui, alors j'ai décidé de passer à autre chose. Pendant quelques jours, les choses sont restées plutôt calmes. Je suis retourné au travail. J'ai traîné avec mes amis. J'ai essayé d'oublier complètement ce chauffeur-livreur. Mais j'avais toujours le sentiment tenace. Le sentiment qu'il était toujours là, à m'observer et qu'il ne m'avait jamais complètement laissé seul. Chaque fois que je rentrais à la maison, je jetais un coup d'œil par-dessus mon épaule, cherchant des voitures inconnues ou des personnes qui s'attardaient à proximité. Chaque fois que mon téléphone sonnait, je ressentais un pic de panique, m'attendant à moitié à ce que ce soit à nouveau ce chauffeur-livreur. Puis, 4 jours plus tard, mon téléphone a sonné. Le numéro ne m'était pas familier, mais j'ai reconnu l'indicatif régional. Mon estomac s'est effondré et j'ai hésité avant de répondre. Quand je l'ai fait, il y a eu un moment de silence à l'autre bout du fil, puis une voix « Hé, c'est moi, c'était lui ». Je me figeais, le téléphone collé à mon oreille, le sang glacé. J'ai pensé à toi », continua-t-il, d'une voix d'une désinvolture troublante, comme si nous étions de vieux amis en train de nous rattraper. Vous aviez vraiment l'air de passer un bon moment en regardant cette émission et j'ai fini par la regarder moi-même. Plutôt bien, non ? Mon souffle se bloqua dans ma gorge. Comment savait-il cela ? Est-ce qu'il me surveillait encore ? Mes mains se mirent à trembler, ma voix à peine au-dessus d'un murmure. Que veux-tu ? Il y eut une pause, puis ce ton huileux et suffisant revint. Je pensais juste qu'on pourrait peut-être sortir ensemble un jour. Je veux dire, nous aimons tous les deux les mêmes émissions. On dirait que nous nous entendons si bien. Je ne pouvais même pas parler. L'horreur de tout m'avait complètement paralysé. Il ne voit pas cela comme une intrusion. Pour lui, c'était normal, amical, voire même une simple conversation. J'ai pensé à cette nuit-là, a-t-il poursuivi. Je pense que nous sommes partis du mauvais pied. Peut-être que j'étais un peu trop insistant, mais je faisais juste mon travail, tu sais. C'est difficile ici de livrer de la nourriture. Les gens n'apprécient pas tous mes efforts. Je me sentais malade. La bile montait dans ma gorge. J'avais envie de raccrocher, mais j'étais figé. Ma main ne bougeait même pas. Alors qu'en dis-tu ? Il a continué. Nous pourrions nous retrouver, peut-être même manger un morceau. Tu aimes toujours les burritos, n'est-ce pas ? C'était tout. C'était mon point de rupture. J'ai raccroché, tout mon corps convulsé alors que je laissais tomber le téléphone sur le canapé. La panique m'a envahi comme une vague, noyant toute pensée rationnelle. Mes doigts bougeaient dans un mouvement frénétique et saccadé, tandis que j'appelais immédiatement la police, ma voix tremblante lorsque je leur expliquais la situation. Ils ont pris le rapport, mais leur réponse a été la même qu'avant. Ils examineraient la question. Si vous ne vous sentez pas en sécurité, nous pouvons émettre une ordonnance de protection temporaire jusqu'à ce que nous ayons contacté l'homme. Une fois qu'il l'avait contacté, il ne l'avait même pas encore trouvé. J'ai raccroché, me sentant complètement impuissant. Je ne pouvais pas simplement attendre qu'il décide quoi faire ensuite, et cela pourrait potentiellement réapparaître chez moi. Les jours suivants, j'étais de nouveau sur les nerfs. Je restais encore plus seul, évitant complètement de quitter la maison à moins que cela ne soit absolument nécessaire. Je n'ai pas commandé de nourriture. Je n'ai pas répondu à la porte. Le monde extérieur me semblait être une menace. Chaque son était un avertissement possible du retour de cet homme. La police s'est enregistrée une fois, mais il était clair qu'elle n'avançait pas. Et puis un soir, ça s'est reproduit. Je suis rentré du travail, fatigué et stressé, et il était là, assis sur le pas de ma porte, soigneusement emballé dans un sac en papier marron avec mon nom dessus. La même commande qu'avant. Burrito, carne asada, chips, guacamole. Je n'ai pas commandé ça. J'ai regardé le sac, la peur bouillonnant en moi comme de l'acide. Il jouait maintenant avec moi. Ce n'était pas seulement une livraison, c'était un message. Il savait où j'habitais, il connaissait ma routine. Et maintenant, il me rappelait cette nuit, me faisant savoir qu'il n'avait pas oublié, qu'il pouvait revenir quand il le voulait. Cette fois,
Je n'ai même pas touché à la nourriture. Je ne m'en suis pas approché. J'ai verrouillé ma porte et j'ai immédiatement appelé la police, les mains tremblantes, tandis que je leur racontais les nouveaux développements. Cette fois, je pense qu'ils l'ont pris au sérieux. Ils ont envoyé quelqu'un pour recueillir les déclarations officielles et finalement, ils ont émis une ordonnance de protection. Mais je n'avais pas l'impression que cela suffisait. Comment un morceau de papier pourrait-il me protéger de cet homme? Au fil des jours, il n'est jamais revenu, en personne, du moins pas de ce que j'ai vu. De temps en temps, je recevais un SMS d'un numéro inconnu ou un email d'un nouveau compte, me demandant si j'avais apprécié l'émission, si je voulais sortir avec moi. À chaque fois, je le signalais, mais les autorités ne pouvaient pas vraiment faire grand-chose. Je l'admets, et je lui dois le crédit, qu'il était glissant, prudent, restant toujours hors de portée. Finalement, ces messages se sont arrêtés. Les semaines passèrent sans aucun signe de lui, et petit à petit j'ai commencé à me détendre. Peut-être qu'il avait évolué, peut-être qu'il avait trouvé quelqu'un de nouveau à tourmenter. Quoi qu'il en soit, je suis juste content que ce type soit parti.